Donc bonjour à tous, je pense qu'on peut commencer. J'attends juste aussi qu'on nous lance la présentation éventuellement. Donc je m'appelle Manon Delbello, je suis initialement dans un bureau d'études qui accompagne les collectivités pour mettre en place des démarches de concertation sur les territoires. Et on anime aussi des tables rondes, souvent sur plusieurs thématiques, notamment autour de la transition environnementale et énergétique. Et donc aujourd'hui vous êtes présents pour assister à une conférence sur la gestion intelligente des bâtiments. Qui est un enjeu d'importance aujourd'hui au regard du décret du 20 juillet 2020 qui rend le déploiement donc, des systèmes de pilotage des bâtiments obligatoires pour les bâtiments tertiaires à l'horizon 2025. Est-ce que déjà, par gestion intelligente des bâtiments, quand on parle de ça, est-ce que ça vous parle? Qui est assez au fait du sujet? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Pas beaucoup. Et n'ayez pas honte, parce que c'était mon cas. Quand on parle de gestion intelligente des bâtiments, si vous ne savez pas du tout de quoi ça parle, vous pouvez lever la main aussi. Donc vous savez quand même tout ce que c'est. D'accord, très bien. Et est-ce que dans la salle, il y a des particuliers, donc des citoyens qui sont là juste pour s'intéresser au sujet de l'énergie? D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont des professionnels du bâtiment ? Ou des professionnels du bâtiment en devenir, parce que je vois aussi qu'il y a quand même pas mal de jeunes. Voilà, très bien. Et est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des collectivités ou dans des institutions? Très bien. Et des fournisseurs d'énergie éventuellement ou de développeurs? D'accord. Parfait. Bon, vous avez pu avoir un petit panorama donc, de la salle. Donc, par gestion intelligente des bâtiments, quand même, je définis. C'est ce qu'on entend par l'ensemble des technologies informatiques qui permettent de suivre, compter les consommations d'énergie des bâtiments. Et ça permet également aussi d'ajuster les flux d'électricité entre fournisseurs et consommateurs. L'objectif d'aujourd'hui, donc on a 1 heure et il va falloir libérer surtout Alexandre qui a une présentation à 12h30 sur son stand, donc vous pourrez le suivre. Donc c'est de voir de quelle manière la contrainte qu'impose le décret est en fait une opportunité pour réfléchir à nos économies d'énergie et notamment dans le secteur des bâtiments tertiaires. Donc pour cela, j'ai à mes côtés 3 intervenants. Donc on a Régis Ledrezen, qui est délégué général de Think Smart Grid, qui est une association qui met en lien et en réseau les acteurs français de la filière Smart Grid, donc des réseaux intelligents électriques, pour promouvoir les actions menées sur le sujet de la gestion intelligente des bâtiments en France et à l'international. Ensuite, on a Alexandre Gontier, qui est responsable commercial donc, de PCVU, qui propose des solutions de pilotage intelligent des bâtiments. Et enfin, nous avons Jean Casteil, qui est directeur délégué à la sobriété énergétique à la métropole de Montpellier. Donc Régis et Alexandre seront plutôt nos experts techniques, on va dire, de cette matinée, qui nous permettront de mieux comprendre le contexte du décret, les obligations et les outils qui sont relatifs au déploiement de gestion intelligente des bâtiments. Et Jean nous partagera plutôt un regard usager, justement, à partir de l'expérience de gestion d'un système de pilotage qui est en place à la métropole de Montpellier depuis 1992. Donc voilà, on va pouvoir avoir un petit retour d'expérience terrain. Donc un peu de cadrage, Régis, est-ce que vous pouvez nous présenter le décret, les publics concernés et les objectifs qu'il entend relever? Oui, tout à fait. Bonjour Manon, merci pour cette invitation donc, au Salon Energaia et bienvenue à tous. Alors, avant de vous parler du décret et d'ouvrir un petit peu le lien entre les bâtiments et le réseau, juste vous dire que notre association est une association non commerciale, donc à but non lucratif, pour l'intérêt collectif de la décarbonation de la France, et tous nos membres, on en a plus d'une centaine, couvrent l'intégralité des processus de l'énergie et du digital, depuis la production jusqu'à la consommation. Alors, l'électricité en France, elle devient croissante en termes de consommation. Aujourd'hui, la consommation électrique qui provient de la part électricité dans la consommation totale de la France, elle est de l'ordre de 25% à peu près. Et à un horizon 2050, elle passera à 60%. Donc on va consommer 30% d'électricité en France en plus sur les 20 à 30 prochaines années. Ceci est dû à l'électrification des transports,
à l'électrification des moyens de chauffage, notamment dans les bâtiments, et on en reparlera, et puis bien entendu à l'électrification des industries. Alors, vous voyez le premier défi. Concernant les bâtiments, pour zoomer petit à petit sur notre sujet d'aujourd'hui, il représente 46% des consommations d'électricité françaises, et donc on doit s'attaquer à l'optimisation des consommations électriques. Il est par ailleurs émetteur de 25% des gaz à effet de serre. Du coup, le gouvernement, en 2019, dans le cadre de la loi Elan, a publié ce fameux décret tertiaire qui ne dit autre que l'obligation pour les propriétaires des bâtiments tertiaires de réduire leur consommation d'électricité à un horizon de temps 2030, 2040, 2050, à hauteur de moins 40% en 2030, moins 60% en 2050. Alors, une obligation pour réduire sa consommation d'électricité, c'est bien, mais pour ceci, il faut voir ce qu'on se consomme, puis ensuite mettre en œuvre le pilotage. Et c'est du coup le cadre du décret BACS, alors je vais lire, hein, Building Automation and Control System, qui n'est autre qu'un décret qui impose un déploiement de systèmes de mesure et de pilotage des consommations électriques dans un certain type de bâtiment. De quoi on parle? Premier point, on parle des bâtiments qui, notamment, ont des puissances de consommation supérieures à 290 kW. Ce sont donc des gros bâtiments tertiaires. L'horizon, il est très très court, puisque l'obligation de déployer des systèmes de pilotage, elle entre en vigueur au 1er janvier 2025. Dit autrement, demain. Elle couvre ce qu'on peut optimiser de manière très très performante, et on le verra après, c'est le CVC, donc climatisation, ventilation, chauffage. Ce décret BACS de 2020 a été amendé cette année, en avril 2023, pour réduire encore et abaisser les seuils d'obligation de déploiement de ces systèmes de pilotage dans les bâtiments, avec des seuils à 70 kW. Donc là, on abaisse encore le seuil des bâtiments et on commence à attaquer les bâtiments plus petits. Donc les gros bâtiments, c'est supérieur à 1000-2000 m². On va diminuer pour arriver à des bâtiments d'une centaine de mètres carrés. Et ça, l'obligation pour les propriétaires des bâtiments, elle interviendra au 1er janvier 2027. Donc vous voyez, en fait, l'obligation de déployer des solutions de pilotage dans les bâtiments. Alors vous allez me dire, très bien, so what, c'est quoi le lien avec le réseau? Tout simplement, l'optimisation de ces consommations électriques doit être mise en regard en France avec ce qu'on va venir produire comme électricité pour justement assumer cette consommation. Et vous le savez, entre aujourd'hui et plus de passé 2035, nous allons connecter des énergies renouvelables au réseau, puisque les futures centrales nucléaires qui, si elles sortent de terre, se construiront après 2035. Donc on va raccorder au réseau des énergies éoliennes, des énergies photovoltaïques, et vous l'avez compris, ces énergies, elles sont fatales, elles ne sont pas pilotables. Du coup, c'est bien le pilotage de la consommation électrique qui va permettre de passer les pics de consommation d'électricité lors des hivers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le réseau électrique, il va y avoir des investissements colossaux dans les réseaux. On parle de dizaines de milliards d'euros, hein. On pourrait rentrer, mais c'est pas l'objet. Et tout en investissant dans le réseau, il faut qu'on diminue nos consommations électriques. Or, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait faire plus 30%. Donc du coup, notre job à nous, c'est de faire en sorte que tout le pilotage de la consommation d'électricité puisse être connecté au système électrique pour que le système électrique puisse envoyer des ordres, des informations jusqu'au bâtiment, jusqu'à ces systèmes de pilotage qui auront été déployés pour que les investissements dans le réseau puissent être optimisés. C'est l'objet finalement de nos solutions, de déployer la mesure,
du capteur et des systèmes informatiques pour réduire les investissements dans le réseau. Et c'est bien l'objet du coup de la table ronde pour que ces bâtiments intelligents puissent participer, je dis bien puissent participer à la gestion du système électrique. Très bien, merci Régis. On prendra aussi le temps de quelques questions tout à l'heure pour alimenter vos questionnements. Mais là, d'abord, je me tourne vers vous, Alexandre, justement. Donc, on veut connaître, piloter ses consommations d'énergie, c'est très bien, mais concrètement, comment on fait? Quels outils on peut avoir à disposition? Qu'est-ce qu'on entend par gestion intelligente, pilotage? Oui, donc comme Régis l'a très bien expliqué, on voit bien le rôle que va jouer le bâtiment au sein du réseau électrique. Et donc on parle souvent, quand on parle de gestion d'énergie, d'optimisation des consommations à l'échelle du bâtiment, d'une gestion technique du bâtiment. Vous allez retrouver un acronyme qui est le GTB. Si on veut faire un peu d'anglicisme, que vous allez retrouver aussi dans la littérature, vous allez retrouver le terme de Smart Building, qui est aussi la terminologie consacrée. Donc Régis a très bien positionné le débat qui est au niveau de la gestion du réseau électrique, et on voit que ce smart building finalement s'intègre dans une chaîne plus globale qui est la Smart City, qui elle-même est interconnectée au niveau du smart grid. On a eu certaines annonces au niveau de nos politiques sur des problématiques de tension énergétique, où on a eu des informations sur le fait qu'on allait pouvoir passer certains pics avec des approches dites de véhicules to grid, c'est-à-dire qu'avec l'électrification massive des transports, qui est un des points que tu as évoqué, Régis, en introduction, eh bien, on allait pouvoir réinjecter ces énergies qui vont pouvoir se trouver dans certains véhicules qui vont être connectés au parc de bornes électriques pour pouvoir réinjecter ces éléments au niveau du réseau électrique. Eh bien, tout ça, les bornes aujourd'hui sont installées directement au cœur des bâtiments, au cœur des parkings, et pour pouvoir mettre en relation entre un véhicule qui va être connecté sur une borne électrique d'une part et un réseau électrique d'autre part pour pouvoir mettre à disposition l'énergie pour des utilisateurs et des consommateurs, eh bien, au milieu de ces deux chaînons, vous avez mécaniquement un bâtiment sur lequel le véhicule est connecté. Et donc une nécessité de faire communiquer le bâtiment avec l'intégralité du réseau électrique. Donc ça, c'est pour positionner la GTB ou la GTC, puisqu'on va pouvoir couvrir plusieurs lots. GTC étant gestion technique centralisée, donc il couvre des lots qui sont beaucoup plus larges que simplement le chauffage, ventilation, climatisation. C'est aussi un des enjeux de la GTB, eh bien, c'est d'élargir le scope et de sortir simplement de la gestion de l'énergie pour passer sur une gestion de l'ensemble des lots techniques que vous allez pouvoir retrouver au sein d'un bâtiment. Sur ces approches, donc une GTB, qu'est-ce qu'elle apporte pour l'utilisateur, qui est l'utilisateur du bâtiment? Eh bien, elle va lui apporter une maîtrise de ses consommations d'énergie, avec un pilotage, une remontée des indicateurs de performance en termes de consommation de son bâtiment. Qu'est-ce que j'ai consommé en termes d'énergie électrique? Quelle part de cette énergie électrique va être allouée au fonctionnement de l'éclairage? Quelle part va être allouée au confort des utilisateurs avec du chauffage? On va pouvoir gérer à partir d'une GTB des plannings horaires. On va pouvoir corréler le taux d'occupation d'un bâtiment avec la mise en route d'un élément de chauffage. On va corréler également des informations météorologiques. Je connais les performances de mon bâtiment et j'ai une certaine prévision météorologique à venir. En fonction de ces éléments-là, je vais mettre en route ou arrêter à l'inverse différents équipements qui sont consommateurs d'énergie pour pouvoir apporter et le confort optimum aux utilisateurs de l'installation et une meilleure maîtrise, et donc une meilleure maîtrise de mes coûts et de l'énergie consommée au niveau du bailleur ou de l'exploitant du bâtiment. Donc l'enjeu de la GTB se situe là, elle se situe sur la maîtrise de votre bâtiment. Ensuite, une GTB, il faut voir que vous allez avoir des systèmes qui sont vraiment divers, des lots techniques qui sont très divers. Et donc un des enjeux de ces GTB, c'est de proposer des systèmes qui sont ouverts. Vous allez faire des choix de matériel, des choix de lots techniques qui ont un besoin d'être agrégés. Vous allez pouvoir retrouver différentes plateformes qui vont vous répondre à certains besoins. Certains vont être très îlotés, c'est-à-dire vont porter sur uniquement la partie chauffage, ou uniquement sur la partie éclairage, ou uniquement la distribution électrique de votre bâtiment. Un des enjeux aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez avoir des outils séparés qui vous amènent une vue sur un lot, ou est-ce que finalement vous allez dégager de la valeur à croiser la donnée et donc à avoir quelque chose qui soit interopérable et qui vous permette d'accueillir et d'être libre du matériel que vous souhaitez déployer. Là, vous allez avoir des choix techniques qui vont être très impactants sur l'exploitation de vos bâtiments, sur le coût d'exploitation et sur la capacité à faire vivre vos bâtiments dans la durée. Donc ça fait partie des éléments qui se positionnent. Et pour terminer, donc Régis évoquait à partir de 2027 le fait qu'on va descendre sur des bâtiments qui sont de moindre surface. Aujourd'hui, la GTB, on a une échéance qui est très courte, 2025.
Pourquoi cette échéance très courte? Parce que dans les faits, la très grande majorité des bâtiments tertiaires sont déjà équipés de GTB. Donc les tours de la Défense, les gros ensembles, les hôpitaux, les centres commerciaux sont déjà des utilisateurs de systèmes de GTB. Finalement, ils ont peut-être besoin d'aller plus loin. On peut évoquer les notions de classes énergétiques qui sont appliquées au GTB, qui permettent d'avoir des systèmes qui sont plus automatisés et qui permettent de faire des meilleurs rendus en termes d'optimisation et de maîtrise des consommations, mais ils ont déjà de la GTB. Le vrai défi se retrouve par contre sur les bâtiments de moindre surface. Et donc là, ces éléments-là n'ont pas forcément les capacités avec des équipes internes à maintenir ou déployer ce type de solution. Et donc il va y avoir tout un étage d'instrumentation du bâtiment qui va être à venir avant de pouvoir déployer ces éléments de GTB et de plateformes numériques pour piloter ces éléments-là. Donc le premier enjeu pour ces bâtiments de faible surface, ça va être l'instrumentation et la collecte de la data. Et aujourd'hui, on a la chance donc d'avoir Jean Casteil qui donc a déjà mis en place un système de pilotage, et donc on aimerait avoir votre regard usager justement. Comment s'organise le système de gestion et de supervision à la métropole de Montpellier? Bonjour à tous. Donc à la ville et à la métropole de Montpellier, il y a une longue tradition de maîtrise des consommations d'énergie, qui a commencé par un acte politique fort en 1985 avec un maire adjoint délégué donc, à l'énergie. Après, il y a eu la création d'un service énergie donc, en 1985. Et je salue donc, au passage donc, Michel Héricoin qui était là donc, à cette époque-là et qui a tout mis en place à l'époque. Aujourd'hui, la GTC donc, a aussi une longue histoire à Montpellier, vu qu'on a travaillé avec de la GTC, donc moi je parle de GTC, gestion technique centralisée, qui ne s'occupe que du lot CVC, et éventuellement on récupère d'autres compteurs, donc j'en parlerai par ailleurs. Donc on a commencé au début des années 90, avec, pour certains, peut-être que certains connaîtront, avec les modules Stratel, et puis après on a suivi les évolutions. Et maintenant, on travaille avec des modules ouverts et avec une supervision, évidemment, avec des protocoles ouverts. Pour nous, c'est très important pour être indépendant des fournisseurs de systèmes fermés qui ne rentrent plus chez nous, en fait. Donc, on a fermé la porte donc, au système fermé. Pour nous, la GTC est vraiment un vrai tableau de bord. Et quand j'entends un tableau de bord, c'est comme une voiture. La GTC nous permet de voir les dysfonctionnements, donc avant parfois que les usagers s'en rendent compte, et donc d'intervenir plus vite. Donc une qualité de prestation qui est beaucoup plus importante grâce à la GTC. Aussi d'avoir un historique de tout ce qui est température, comptage, pour a posteriori savoir où est-ce que l'énergie passe. Donc on parlait d'électricité, mais nous on parle évidemment d'électricité, de gaz, de réseau de chaleur et maintenant d'eau, parce qu'on suit les consommations d'eau par la GTC. Et donc on récupère tous les compteurs. Et on a environ 300 bâtiments, il y en a 190 qui sont sous GTC, on va dire. On récupère 10 000 points, c'est pour donner des ordres de grandeur. Et hebdomadairement, donc on regarde 2000 points. Donc essentiellement, c'est des températures et des compteurs. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique. En fait, la GTC s'est imposée à nous, parce que pour faire des économies, il faut mesurer les économies. Donc il faut d'abord faire la mesure pour améliorer s'il n'y a pas de mesure, et c'est la bonne mesure qu'il faut. Donc on peut faire des synthèses de mesures pour faire des défauts, mais il faut avoir les bonnes mesures à la base. Et seulement avoir les mesures qui sont utiles. C'est-à-dire que trop de mesures peut noyer la bonne mesure dans l'ensemble des mesures. Donc c'est vraiment un choix très important. Pour mettre en place toute cette GTC, aujourd'hui, on a 2 chargés de GTC qui travaillent pour la ville et la métropole de Montpellier, niveau donc ingénieur, et qui permettent vraiment de faire vivre et d'améliorer ces installations donc au fil du temps. Grosso modo, ce qui est important pour nous, c'est de voir que, alors mis à part 2023 qui a subi une très forte augmentation des coûts de l'énergie, à peu près x3,
mais on va dire que depuis de nombreuses années, on avait des coûts d'énergie qui étaient relativement stables, malgré une légère augmentation. Et le fait de mettre en place cette GTC, de faire attention à l'énergie, nous a permis de voir, donc c'est la diapo suivante peut-être. Donc c'est une courbe que M. Hérigouin connaît très bien. Donc en rouge, nous avons les dépenses d'énergie réelles, année par année. Donc en abscisse, on a les années qui défilent, et en donné, on a la facture énergétique en rouge, donc en millions d'euros. Donc là, c'est pour, donc ça, c'est que pour la ville, hein. Il y aurait une courbe similaire donc pour la métropole. Et en vert, en fait, on aurait eu les dépenses d'énergie si on n'avait rien fait, c'est-à-dire le coût de l'inaction, si on avait juste suivi l'augmentation du patrimoine de la ville avec l'augmentation du prix INSEE. C'est même pas l'augmentation du prix de l'énergie qui est là. Vu que jusqu'en 2022, on peut considérer que l'augmentation du coût de l'énergie était proche de l'augmentation du coût INSEE. Et donc, en fait, la surface verte, c'est l'économie cumulée que la collectivité a fait en s'occupant de l'énergie depuis 1985. Aujourd'hui, on en est à 85 millions. Et grosso modo, on a divisé notre facture d'énergie par 2. Donc en fait, le coût de la GTC, il est important. C'est de l'ordre de 10 à 15 000 euros par site. Par contre, le coût de l'inaction se chiffre en centaines de milliers d'euros par an. Et c'est cumulatif année après année. Donc en fait, il y a tout intérêt à mettre de la GTC dès qu'on a un bâtiment, soit qui est sensible, soit qui a une certaine consommation. Donc par bâtiment sensible, j'entends les écoles, les crèches, bref, des bâtiments avec des publics sensibles. Et les gros bâtiments, pour la ville, ce sont des gros bâtiments administratifs tels que l'hôtel de ville, tels que la Maison de la Démocratie. Et pour la métropole, les bâtiments les plus consommateurs sont d'abord les piscines, les médiathèques et les gros bâtiments donc administratifs. Je crois que c'est tout pour une première intervention. Parfait. Je suis ouvert donc aux questions. Merci. Oui, parce que moi je m'interroge quand même parce que vos installations donc datent quand même de 92, enfin depuis 1985. Faites attention à ça. Il y a peut-être donc certains bâtiments qui ne sont pas équipés encore aujourd'hui. On voyait tout à l'heure un chiffre de 6% seulement du parc tertiaire donc qui est équipé. Combien ça coûterait donc à une collectivité aujourd'hui ou à d'autres gestionnaires de se lancer dans ce système de pilotage? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que c'est un coût impactant? Alors en termes de coût, pour le déploiement d'une plateforme de GTB, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, on faut raisonner sur une chaîne globale. C'est-à-dire qu'on va avoir des coûts qui sont associés à l'instrumentation au sein du bâtiment. Si on n'a pas déjà des équipements qui sont communicants, qui nous permettent de gérer ces lots techniques, c'est le point de départ. C'est-à-dire que sans équipement communicant, vous ne pouvez pas déployer ce genre d'infrastructure. Donc faire déjà un état des lieux, est-ce que mes bâtiments sont couverts par ce type d'équipement? Si on n'a pas un bâtiment qui est déjà couvert, deux stratégies s'offrent aux propriétaires. Soit de partir sur de la rénovation assez lourde, soit d'utiliser aujourd'hui des technologies type IoT, donc IoT Internet of Things pour les éléments. Donc ce sont des capteurs autonomes qui peuvent être très simplement déployés, qui pour certains peuvent être auto-alimentés et qui ont cette capacité à moindre coût de pouvoir être déployés au sein d'un bâtiment existant. Donc la première étape finalement c'est le déploiement et l'instrumentation au sein du bâtiment. Dès lors que vous avez la capacité de collecter de l'information qui va vous permettre de suivre vos informations, ensuite on va passer sur l'étape au-dessus qui est bien la mise en place d'une plateforme qui va agréger l'ensemble des données qui vont remonter. Et donc là en termes de coûts, si on veut raisonner en termes d'euros à débourser, eh bien je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse précise puisque tout ça va être corrélé évidemment aux superficies du bâtiment, au type d'informations que vous êtes capable de remonter. Donc c'est du cas par cas en termes de coûts. Néanmoins, pour vous donner quelques éléments sur le financement, aujourd'hui dans le cadre du décret BACS, j'évoquais très rapidement tout à l'heure la notion de classe de GTC ou de classe de GTB. Donc il y a un système, une mécanique de classification qui a été mis en place au sein
sein du décret BAX. Et cette classification va permettre de définir quels sont les types de GTB. Donc il y a la classe A qui est la classe la plus avancée, la classe B qui est une classe qui est un petit peu moins avancée, la classe C qui est la classe nécessaire pour répondre au décret BAX. Donc ces trois classes permettent de répondre. Néanmoins, aujourd'hui, l'État a mis en place une mécanique qui est les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc ces certificats d'économie d'énergie permettent de financer le déploiement de systèmes de GTB, de GTC, dès lors qu'ils répondent à une classe de type A ou B. Donc finalement, faire le choix d'un système qui est le plus vertueux et qui vous permet de mieux maîtriser vos énergies, eh bien c'est la possibilité de bénéficier de cette manne financière qui vient financer directement l'installation de ces systèmes de GTB. Ensuite, pour les coûts qui sont en face, il faut savoir que le financement va dépendre également du secteur d'activité dans lequel vous opérez. Un secteur public, si vous êtes dans un bâtiment tertiaire, si vous êtes dans de la logistique, selon la catégorie de bâtiment que vous avez à équiper, la capacité à être financée n'est pas la même. Donc là, vous allez retrouver au sein du décret tertiaire, au sein de fiches applicatives, donc une fiche BAT TH 116, qui est une fiche technique auquel vous pouvez vous reporter, qui précise typiquement le type de financement que vous pouvez avoir en fonction du secteur dans lequel vous intervenez. Donc aujourd'hui, voilà, pas forcément de possibilité de définir quel est le montant, puisque tout ça est corrélé vraiment au cas par cas en fonction du secteur dans lequel on se déploie. En complément sur ce que dit Alexandre, c'est extrêmement important de bien comprendre la différenciation entre les gros bâtiments et les petits bâtiments. Aujourd'hui, sur tous les petits bâtiments, il n'y a pas de cadre qui disent ou qui oblige à déployer des GTB ou des GTC. Pour vous donner les ordres de grandeur, parce qu'on a publié des documents l'année dernière sur les gros bâtiments, les GTB, les GTC, et Jean l'a dit tout à l'heure, on est de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros, mais avec un ROI sur des très très gros bâtiments qui vous a été démontré ici. Sur les petits bâtiments, oubliez le déploiement de GTB et de GTC, puisque vous n'aurez jamais de retour sur un investissement suffisamment important. Par contre, ce qu'a dit Alexandre est extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions digitales de capteurs et d'IoT, qui vous a été expliqué, permettent pour quelques milliers d'euros, on a dit quelques milliers pour les petits bâtiments, quelques dizaines de milliers pour les gros bâtiments, pour quelques milliers d'euros de faire ces mesures et de faire ce pilotage dans un cloud centralisé. Donc là, on a un retour sur investissement pour des petits bâtiments qui n'auraient que quelques pièces avec des technologies aujourd'hui, solutions digitales qui permettent d'avoir un retour sur investissement. Évidemment, il faut des compétences. Ça a été excellemment démontré. Les compétences, elles ont été mises par la ville de Montpellier ou la métropole. Sans compétences, évidemment, ce sera compliqué de déployer ce genre de solutions. Alors, sur les aspects compétences, vous pouvez soit avoir des compétences internes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas vocation à faire l'acquisition et à vous staffer pour pouvoir gérer ces éléments-là, aujourd'hui, vous allez retrouver pléthore d'offreurs qui sont en capacité de proposer ces solutions-là. C'est-à-dire, je pense à des sociétés qui peuvent se positionner comme des intégrateurs de systèmes. C'est leur métier de tous les jours, qui est de déployer ce type de capteurs, de déployer ce type de plateforme, de travailler avec vous à la sélection des solutions qui sont les plus optimum pour répondre à vos enjeux. Donc là, vous avez des gens qui sont en mesure de vous équiper et de vous accompagner, puisque le déploiement est un élément, mais la maintenance est aussi un élément clé dans ce décret BAX. Donc la maintenance des systèmes, si vous n'avez pas d'équipe en interne, va être une problématique à moyen terme, puisqu'il y a des cycles de révision et de maintenance qui sont imposés par la norme tous les 2 à 3 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans la durée sur ces éléments-là. On n'est pas sur une approche en one-shot, on s'inscrit vraiment dans la durée pour pouvoir faire ces économies-là. Et donc, si vous n'avez pas les équipements en interne, allez chercher des partenaires. Aujourd'hui, vous avez de très bons offreurs sur le marché qui sont capables de faire pour vous ces déploiements et ces instrumentations. Très bien. Il est moins 10, donc on a une petite vingtaine de minutes pour des questions. Donc, il y en a dans la salle. Très bien. J'arrive. Ah bah, j'ai de l'aide. Donc il y a monsieur et il y en a deux derrière après. Ah, je crois qu'il y a un problème de micro.
Oui, bonjour, Sébastien Carrère d'Hérault Énergie, donc je travaille pour le syndicat d'énergie du département de l'Hérault. Je me permets juste une précision sur les financeurs, les accompagnements. Donc vous avez spécifié vraiment les compétences en interne ou se rapprocher de professionnels. Aujourd'hui, il existe sur les territoires pour les communes une aide. Donc il faut se rapprocher de leur syndicat pour avoir un accompagnement spécifique et des financements tiers existent aujourd'hui pour ce genre de structure. Donc aussi bien sur fonds propres de syndicats que certains programmes, on va dire, nationaux qui permettent de financer ce genre de choses. Donc il n'y a pas un vide, on va dire, qui existe aujourd'hui. Il y a une complémentarité de différents financements qui existent. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc relevez les mains, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a monsieur et madame après derrière. Merci. Une question pour Jean Casteil. Quand on voit tous ces systèmes de GTB qui se développent, on l'a évoqué bien sûr, les smart meters ou autres, là, comment faire en sorte qu'il y ait une appropriation par les gens de terrain? Parce que concrètement, quand on a une installation de chauffage ou de climatisation, il y a un mainteneur, privé ou public, mais comment faire en sorte que ces gens de terrain soient bien associés en amont si possible et puissent exploiter ça, comme ça a été dit par monsieur, dans la durée, parce que c'est pas one shot. On a trop vu dans les collectivités des systèmes super intéressants sur le papier et puis qui derrière se trouvaient avec un écran avec une toile d'araignée parce que personne n'exploitait derrière correctement. Comment faire vivre ça dans la durée? Merci Michel pour cette question qui me permet de compléter mon propos. Donc effectivement, la GTC, c'est une histoire d'appropriation et d'utilisation. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de fonctions, une fonction d'alerte, une fonction de suivi des consommations, une fonction de gestion des calendriers, une fonction de gestion de la production PV qu'on peut tout ramener au niveau de la GTC. Mais tout ça, c'est du papier, c'est une idée. Et si les gens de terrain ne se l'approprient pas, ça reste juste un vœu pieux. Pour vraiment que les gens l'utilisent au jour le jour, en fait, c'est par itération. C'est-à-dire qu'on met en place un système, on regarde comment est-ce que l'utilisateur final, c'est-à-dire les gens sur le terrain, s'approprient ce système. S'il y a les fonctions qu'il faut et que c'est ergonomique et que même eux, donc, ils apportent des idées pour améliorer cette ergonomie dans l'utilisation de la GTC. Et au fur et à mesure, on arrive à un point où tout le monde est content, c'est-à-dire le centralisateur qui a besoin d'avoir une agrégation des données sur un superviseur, il a les données qu'il faut. La personne de terrain peut avoir les indicateurs qu'il veut voir tous les jours pour suivre les consommations, pour suivre les températures, pour suivre les départs chaudières. Ça, donc il faut que ce soit hyper accessible et très ergonomique. Donc c'est un travail itératif entre le concepteur et l'utilisateur, et c'est vraiment la clé de la réussite. Et en même temps, on peut même associer les usagers pour leur dire qu'effectivement, on a des régulateurs et leur montrer comment est-ce que ces régulateurs fonctionnent. Comment est-ce qu'on met en marche le système automatique qui est par défaut et qui a priori est le meilleur, et que si jamais ils ont trop chaud, ils peuvent toujours arrêter même si on suit les consignes à 19. Il y a certaines personnes qui ont trop chaud donc à 19. Donc, mais vraiment c'est un triptyque entre le concepteur en interne, les utilisateurs techniques qui font partie des équipes de main direction, et les usagers finaux qui doivent être satisfaits, parce que sinon ils appellent tout le temps. On a un service d'astreinte et donc aussi le système GTC permet de voir à distance, mais vraiment donc aussi bien au bureau que vraiment donc à distance. Donc nos équipes sont équipées de terminaux qui leur permettent d'accéder à distance sur le central GTC pour faire de l'astreinte vraiment donc à distance. Donc c'est vraiment la GTC, c'est l'action à distance, la récupération de données à distance. Il faut que ce soit très ergonomique. Je compléterai le propos, effectivement, l'ergonomie, la capacité à emmener dans ce projet l'usager, finalement, c'est la clé de la réussite. Il y a une très belle image qui a été donnée, c'est les toiles d'araignée derrière l'écran. Si on se réfère à des études qui sont assez anciennes, mais qui nous montrent bien cette problématique-là, une étude de l'ADEME en 2015 évoquait un chiffre sur les gros bâtiments qui étaient équipés de GTC, qui expliquait que 70% des GTC étaient mal ou peu exploités.
Donc c'est un chiffre qui a pas loin d'une dizaine d'années, mais qui positionne en tout cas la problématique de l'époque. Alors aujourd'hui, il y a deux aspects quand même qui sont fondamentaux et qui sont très différents de ce qu'on a pu connaître. Le premier élément, la courbe le donnait très très bien tout à l'heure, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie aujourd'hui nous incite évidemment à maîtriser mieux et au plus près le fonctionnement de ce bâtiment. Donc il y a un volet et un intérêt financier qui est évident à mieux maîtriser ces éléments-là. Donc, ce qui positionne aujourd'hui des énergie managers au sein de systèmes de gros fonciers, de gros tertiaires, qui ont pour seule volonté et problématique de gérer au mieux ces consommations d'énergie pour optimiser l'impact environnemental et l'impact évidemment financier. Donc ça, c'est un premier levier qui finalement nous pousse à utiliser beaucoup mieux les GTC et GTB qui étaient déjà déployés, qui étaient peut-être sous-utilisés. La deuxième détente, c'est l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, on est tous équipés dans nos poches de ce genre de système qui nous permet d'avoir accès directement à tout ce que l'on souhaite en temps réel. Mais ces éléments sont aussi en capacité d'identifier où l'utilisateur va se positionner au sein d'une infrastructure pour pouvoir envoyer à la GTC, envoyer au bâtiment des ordres spécifiques. Je suis utilisateur, eh bien, lorsque je rentre dans une salle de réunion, on va pouvoir me régler automatiquement le paramètre ou le bâtiment en fonction de mes usages habituels. Quand je rentre en salle, j'ai pour habitude d'avoir telle luminosité, j'ai pour habitude d'avoir tel type de chauffage. Et donc là, on a la capacité finalement à ajuster en fonction des profils utilisateurs de manière complètement automatique ces usages. Donc l'utilisateur devient un réel acteur de cette GTC, puisque le simple fait qu'il utilise le système sur son smartphone ou qu'il utilise une application va lui permettre de piloter en temps réel les installations. Et puis il va pouvoir bénéficier aussi des notifications pour l'avertir et pour lui permettre de piloter son infrastructure. Oui, donc je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je me permettrai juste de rappeler que la température réglementaire dans les locaux dans le tertiaire est de 19 degrés. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a la réglementation qui est là et heureusement pour faire des économies d'énergie. Juste donc un effet donc aussi de la GTC, donc on a pu mesurer, donc il y a un plan de sobriété qui a été développé à partir de 2022 pour limiter les consommations d'énergie au sein de la ville et de la métropole de Montpellier. Et en fait, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on a fait 10% d'économie, donc en ayant le même usage. Donc ça, c'est par deux choses. D'une part, par une application, on va dire, plus stricte des 19 degrés, mais surtout par une... Donc là, c'est complémentaire donc à la GTC, GTB, je sors un peu du cadre, mais par une sensibilisation des usagers aux économies d'énergie. Et en fait, donc, la GTC nous permet de mesurer l'effet de la bonne utilisation des bâtiments. Et c'est la GTC qui nous le permet. Sinon, on ne saurait pas combien on consomme dans chaque bâtiment, dans chaque partie de bâtiment. Donc aujourd'hui, juste pour vous dire, donc sur les nouveaux bâtiments, on fait de la régulation de température pièce par pièce. Avant, c'était plutôt par étage ou par aile. Maintenant, c'est vraiment du pièce par pièce. Donc c'est du sur-mesure. Et quand la personne n'est pas là, on arrête de chauffer. Pareil pour le rafraîchissement. Tant qu'il n'y a personne dans la pièce, on ne rafraîchit pas la pièce. Et ça, c'est vraiment la GTC qui nous permet de le faire. Très bien. Il y avait une question, oui, justement là devant. Bonjour, merci. Le vrai défi, comme vous l'avez dit, se retrouve sur des bâtiments de moindre surface. Vous avez mentionné le fait qu'on pouvait mettre faire de l'instrumentation, de la collecte de la data. Est-ce que vous avez un peu plus de détails sur ce qui pourrait être mis en place? Et pour compléter, est-ce que vous avez des exemples concrets sur des petits bâtiments qui auraient pu avoir une sorte de GTC? Oui, donc pour être beaucoup plus concret en termes d'instrumentation, donc sur les capteurs, aujourd'hui vous allez retrouver des offreurs de matériel qui vous mettent à disposition des capteurs qui vont vous donner des mesures de température, des mesures d'occupation de salles, typiquement ce que tu évoquais tout à l'heure, donc par de l'instrumentation avec des capteurs qui sont soit sur batterie, soit alimentés sur le réseau. On va capter ces informations. On a aussi des capteurs pour récupérer du contact sec, pour récupérer de l'hygrométrie. Vous allez retrouver des éléments qui peuvent s'interconnecter aussi sur des compteurs intelligents type Linky. Donc on a ce genre d'équipements IoT qui finalement vont pouvoir capter tous les environnements, tous les éléments dans votre environnement. Donc ça, c'est
vous allez retrouver, hein, il y a des offreurs en France, il y a des offreurs à l'international. C'est très très riche, hein, cet écosystème. Vous avez des sociétés à Montpellier qui sont spécialisées dans ces capteurs IoT. Une simple recherche Google vous donnera très rapidement des dizaines et des dizaines de fabricants qui sont en mesure de vous fournir ces capteurs IoT pour récupérer et collecter l'information. Donc ça, c'est la première strate. La deuxième strate, eh bien là, vous allez retrouver des plateformes qui sont capables de collecter ces informations. Donc, moi aujourd'hui, je suis dans une société dont on fait partie, effectivement, on propose ce genre de solution. Et il y a plein d'offreurs sur le marché. On n'est pas seul à apporter ce type de solution. Donc la digitalisation, elle permet vraiment aujourd'hui d'accompagner. Et là encore une fois, si vous faites une recherche sur des systèmes de GTB, GTC, dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez très rapidement trouver des systèmes ouverts qui vous permettent de répondre à ces besoins-là et qui s'appuient sur ces couches d'IoT. L'enjeu, c'est la redistribution de l'information, et la redistribution aujourd'hui sur ces plateformes se fait au travers de PC locaux lorsque vous avez des bâtiments d'une superficie assez importante. Comme tu l'as très bien dit, Régis, sur des problématiques de bâtiments de moindre importance, on ne va pas forcément déployer de systèmes beaucoup plus lourds ou trop lourds dans les bâtiments. Gérer un PC, gérer une GTC, vous avez autre chose à faire sur les petits bâtiments. Et donc là, on va s'appuyer sur des systèmes qui sont des systèmes cloud, avec une capacité à restituer de l'information au travers d'un simple navigateur web, d'une app sur un smartphone, et vous allez recevoir des notifications sur votre smartphone ou des notifications par mail ou du SMS. Donc là, il y a énormément de solutions pour vous alerter d'une capacité ou d'une dérive potentielle de votre système. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a un problème de piratage d'installation? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que les solutions IoT pour aller sur un cloud, on se demande juste quelle sécurité informatique. Alors, très bonne question, qui est la cybersécurité, effectivement, qui est un enjeu majeur. Alors, enjeu majeur au sein de la numérisation, finalement, ce n'est pas propre aux bâtiments ou aux bâtiments intelligents. Dès lors qu'on a un système qui est communicant, qui est capable de fournir de la donnée, eh bien, se posent ces problématiques de cybersécurité. Donc, sur ces approches-là, deux approches sont possibles. Quel système vous souhaitez déployer? J'évoquais tout à l'heure la notion de classe de GTB et de GTC. Selon la classe que vous allez déployer, vous n'allez pas forcément faire les mêmes types d'actions. Certaines GTC ou GTB, pour les plus avancés, sont de manière complètement automatique et peuvent venir envoyer des paramètres à l'installation. On peut avoir des GTC ou des GTB qui sont simplement positionnés en termes de monitoring pour faire du suivi d'informations, et le pilotage de ces installations peut être parfois géré de manière un petit peu différente. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous êtes uniquement sur une remontée de données, auquel cas la question se pose sur qui va accéder à la donnée et qu'est-ce qu'il pourrait faire de cette donnée-là? Ou est-ce que vous êtes sur un système complet qui permet de gérer et de piloter directement les installations? Donc là, vous voyez qu'en termes de cybersécurité, vous n'allez pas avoir les mêmes enjeux, et donc vous n'allez pas déployer les mêmes éléments, évidemment, selon l'enjeu que vous allez avoir. Pour répondre plus précisément, sur les infrastructures, dès lors qu'on est sur des infrastructures avec des architectures web, téléphone ou autres, eh bien on va s'appuyer sur des technologies qui embarquent ces notions de cybersécurité. C'est-à-dire que vous avez des serveurs web avec des gestions de certificats de sécurité. Vous allez exploiter des protocoles de chiffrement. On pense à des protocoles que vous utilisez tous les jours quand vous faites vos achats ou vous consultez votre banque. Protocole HTTPS, donc sécurisé, qui permet de faire des échanges cryptés, chiffrés de bout en bout entre l'utilisateur et la source de données. Donc tout ça, effectivement, font partie des éléments techniques qui sont pris en compte lorsque vous dimensionnez, lorsque vous construisez votre architecture GTC. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, par hasard? Oui, il y en a une là, pardon. Merci, bonjour. J'ai une question plutôt relative au décret BAC. Du coup, je me posais la question, est-ce que c'est uniquement une obligation de moyens ou est-ce que derrière, on a une obligation aussi de résultats? J'entends, est-ce qu'on a beaucoup de financement, on l'a vu, pour installer une GTB. Est-ce qu'on ne prend pas le risque finalement d'avoir une GTB installée et que derrière, malheureusement, personne se l'approprie ou la mette en place? Et ma deuxième question, qui fait un peu sens avec cette première question, c'est pour les petits bâtiments en 2027 avec une puissance à 70 kilowatts. On y arrive facilement. Je prends l'exemple d'un petit commerce alimentaire qui peut très vite aller à 70 kilowatts.
Est-ce que la notion de restitution de données, elle fait sens? La notion de pilotage, est-ce qu'elle fait sens? Et du coup, est-ce qu'elle est nécessaire au vu du décret? Qui veut répondre? Régis? Je peux commencer. Pour le premier point, évidemment que oui, il y a une notion de résultat. C'est-à-dire qu'on va mesurer avant et on va mesurer après. Le gouvernement, puisque c'était un décret, a mis en place donc, ces obligations. À ce jour, il a oublié de mettre un chef de file pour vérifier. Bon. On verra comment ça se passe sur ce fameux décret, aujourd'hui qui concerne les équipementiers de l'électricité et de l'électronique. On travaille avec des fédérations comme le Gimelec pour voir si effectivement un chef de file sur le suivi de ces déploiements et les résultats peut être mis en œuvre. Le deuxième élément, concernant les petits bâtiments, oui, on y arrive très vite et c'est la majorité des bâtiments quand même, les petits bâtiments. Je vous confirme que en fonction des usages du bâtiment, parce que bon, moi je ne parle sur les membres qui nous constituent que de la part électricité. Mais Jean a aussi beaucoup parlé du reste, notamment gaz, chauffage urbain, etc. Sur la partie pilotage de l'électricité, je vous confirme que sur les petits bâtiments, il y a matière à réduire la facture d'électricité au moyen de ce qui a été présenté tout à l'heure, avec les nouveaux capteurs IoT qui se connectent sans fil, avec un retour sur investissement très important. Donc tous ces petits bâtiments sont des sujets sur lesquels il va falloir aller réduire les consommations. C'est bon pour la facture, pour réduire sa facture, et c'est bon pour le système électrique. Pour compléter ce que tu évoques, une GTB, si on reprend les derniers chiffres, toujours référence sur l'ADEME, déploiement d'une GTB GTC, c'est 15% d'économie sur l'énergie électrique et 30% sur du thermique. Donc on voit qu'avec des coûts qui sont très faibles en termes de déploiement de capteurs et de solutions de numérisation de plateformes, on arrive très rapidement à des solutions qui sont rentables. Il y a une question devant. Ah, il y a deux questions, pardon monsieur. Oui, on vous écoute. Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos interventions. Une petite question concernant les certificats, les C2E. CE, je ne sais pas comment on dit à vrai dire, pour aider à financer les bâtiments tertiaires. Qu'en est-il des bâtiments non tertiaires, des bâtiments industriels? Est-ce qu'ils ont aussi ces aides-là ou pas? Alors sur cette partie, le décret BAC, c'est le décret tertiaire, on est vraiment sur un focus sur du tertiaire, sur du bâtiment. Pour les industries lourdes, on a d'autres approches. Donc tout à l'heure, je faisais référence à une fiche, donc qui est la fiche BAT-TH 116 qui réfère au bâtiment. Pour l'industrie, donc qui est l'industrie plus lourde, on a une autre fiche qui est dédiée, qui est également éligible au financement des certificats économie d'énergie, qui est la fiche IND UT 134, qui cette fois-ci s'applique aux industriels qui ont pour obligation de maîtriser également leurs énergies. Et on parle d'un accompagnement en termes de financement, mais on parle aussi d'une norme ISO 50001 dans laquelle viennent s'inscrire ces industriels pour maîtriser leur consommation d'énergie, avec toute une notion de plan d'action, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent leurs énergies, ils font un prévisionnel de ce qu'ils pourraient consommer sans venir piloter mieux leur consommation, et ensuite ils mettent en place un certain nombre de plans d'action et ils mesurent l'écart entre le résultat du plan d'action et ce qu'aurait été la consommation sans le déploiement de ces systèmes. Donc oui, effectivement, sur l'industrie lourde, qui est effectivement un très gros consommateur d'énergie, on a exactement les mêmes approches. Bonjour, merci pour cette présentation. Ma question portait sur la PMR. On voit qu'en 2024, l'État va relancer la prime Abdat à travers des offres globales au sein des rénovations énergétiques. Est-ce que la GTB a son rôle à jouer sur l'intégration de la PMR dans les bâtiments? Excusez-moi, est-ce que pour tout le monde, vous pouvez préciser PMR? Personnes à mobilité réduite. Donc il y a le vieillissement de la population. Donc là, on parle des petits bâtiments, voire même des résidences particulières. Est-ce que la GTB a son rôle, a une plus-value, notamment pour convertir des bâtiments en intégrant directement la PMR dans son giron, en plus du pilotage énergétique, en plus de toutes ses fonctions?
Alors, effectivement, pour gérer cette partie PMR, on va retrouver, donc là on va sortir un petit peu du cadre de la GTB pure avec la partie CVC, hein, mais on va pouvoir couvrir d'autres lots techniques. Aujourd'hui, par exemple, on va prendre un bâtiment d'une plus grosse taille, on va retrouver tout ce qui est verticaux, contrôle d'accès et autres, font partie des lots techniques qui sont gérés au sein de la GTC. Donc on va pouvoir remonter et également d'autres lots techniques, on pense notamment à de la vidéoprotection. Ce sont également des lots qui peuvent être intégrés au sein d'une GTC. Donc oui, aujourd'hui, pour rendre nos bâtiments plus accessibles, pour faciliter l'accès et notamment aux usagers en termes de personnes à mobilité réduite, eh bien, on a cette possibilité aujourd'hui de piloter à partir d'une GTC des accès spécifiques, de faire de la levée de doute. Donc oui, ça rentre effectivement, ça fait partie des lots qui peuvent être gérés aujourd'hui à partir d'une GTC. Merci beaucoup. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions dans la salle, éventuellement? Est-ce que c'est plus clair pour vous ce sujet? Ah, il y en a une là derrière. Merci beaucoup pour cette intervention. Je me demandais, pour les installations qui ont été déjà installées, vous avez parlé tout à l'heure de retour sur investissement. Est-ce que vous auriez des durées moyennes pour des petits bâtiments, justement sur ces retours? Alors sur les petits bâtiments, je ne vais pas avoir forcément de réponse très focalisée puisque les petits bâtiments sont en devenir. Vous avez compris que le déploiement aujourd'hui de la GTB GTC, c'est quelque chose qui se fait historiquement sur des très gros ensembles. Donc on a une très bonne visibilité sur ces ensembles-là et les petits bâtiments sont très peu utilisateurs de ces systèmes et c'est pour ça qu'il y a une échéance à 2027 qui est un peu plus lointaine pour leur permettre de s'équiper. Donc un retour sur le petit bâtiment, je ne vais pas avoir d'éléments concrets pour vous apporter cette réponse. Pour avoir un élément d'éclairage, dans le décret BACS, il est prévu que le retour sur investissement doit être inférieur à 10 ans. C'est une des clauses qui justifie du déploiement d'une GTB ou non. C'est-à-dire que si on expose que l'économie va se faire sur plus de 10 ans, c'est un des éléments dérogatoires qui fait qu'une GTB n'est plus obligatoire en termes de déploiement. Donc dans l'immense majorité, vous allez être sur des ROI qui vont être inférieurs à 10 ans. Merci beaucoup. Oui, un complément d'information sur les petits bâtiments. En fait, on suggère vraiment de faire comme on fait chez soi. Et ce qu'on fait chez soi, c'est très simple. Il faut vérifier la température. Jean Cassel l'a très bien dit. On rappelle les températures réglementaires, c'est la loi. Et d'autre part, vérifier l'intermittence. Et donc, quand on veut avoir du retour sur investissement rapide, il y a deux éléments à regarder chez soi, mais comme dans un petit bâtiment, c'est le compteur d'eau, le compteur d'électricité et éventuellement de gaz, s'il y en a du gaz. Déjà, de voir ce qui se passe sur les consommations d'eau, par exemple, sur l'eau, c'est très simple. Vous regardez le soir, quand rien ne fonctionne, rien n'est ouvert dans votre logement, si le compteur tourne, c'est qu'il y a une fuite. Et on s'est aperçu, quand on faisait des recherches sur les bâtiments, qu'il y avait énormément de fuites dans les bâtiments publics. Alors chez soi, ça peut arriver aussi, donc c'est encore plus douloureux pour le portefeuille. Mais donc je crois que là, pour revenir pour les petits bâtiments, il y a des choses très simples à faire. Et donc, je rejoins ce que vous disiez sur les petits outils utilisables sur le smartphone. Déjà, récupérer la donnée du compteur Linky quand on l'a. Cette courbe de charge est disponible sur le smartphone. Et d'autre part, sur le compteur, alors c'est pas toujours le cas pour le compteur d'eau, mais au moins regarder son compteur d'eau, savoir où il est déjà. Et puis je pense qu'à partir de là, si on regarde les températures, l'intermittence, on fait des retours sur investissement extrêmement rapides. Merci. Notre intervention derrière, oui. Oui, bonjour. C'est pour faire un retour d'expérience très personnel sur la GTB sur des petits bâtiments. Moi, j'ai équipé mon appartement il n'y a pas très longtemps avec un système de pilotage des radiateurs électriques. Ça m'a coûté 0 avec une société qui installe gratuitement les petits boîtiers sur les radiateurs. Alors, je suis juste client, j'ai pas du tout d'intérêt à défendre cette entreprise-là, donc je ne vais pas la nommer. Mais ils installent des petits boîtiers gratuitement et ils donnent à disposition l'application sur le téléphone qui permet de piloter pièce par pièce la température et le fonctionnement des radiateurs. Et donc, retour sur investissement immédiat, parce que j'ai dépensé 0 €. Et la contrepartie, c'est que du coup, cette entreprise-là joue sur la flexibilité de mes radiateurs sur les marchés d'électricité.
et s'engagent à ne pas dépasser des coupures. En gros, ils vont couper mes radiateurs de temps en temps, pas plus de 15 minutes. Donc d'un point de vue confort thermique, moi, j'ai pas d'impact parce que la température ne varie pas sur un quart d'heure. Et ils m'ont fait cette installation gratuitement. Donc installation de GTB en 1 semaine, le temps que je prenne le contact avec le service commercial qui m'envoie un électricien pour l'installer. J'avais cette GTB là et j'ai vu les économies d'énergie. J'ai mesuré à peu près à 30% sur une même semaine. Donc j'avais la première semaine où je voyais ma consommation, température à peu près constante sur la semaine. Il y a eu l'installation, le lendemain, moins 30% d'électricité consommée. Simplement parce que quand j'utilise pas une pièce, je réduis la température. Si je vais travailler un moment, parce que je suis en télétravail ce jour-là qui n'était pas prévu, je mets mon chauffage pour ce jour-là, mais le reste du temps, je l'éteins, etc. En complément sur ce qui est dit, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir ce petit capteur, mais c'est aussi le comportement. Si on ne change pas son comportement, on ne réduira pas sa facture. Si on est à la maison et qu'on a besoin de chauffage, et ça a été très très bien dit, on ne réduira pas grand chose. Mais par contre, quand on n'est pas à la maison, le fait d'avoir ces capteurs actionneurs permet tout de suite de couper. Et c'est ça qui est important. Donc la technologie couplée au comportement, finalement à l'usage, à l'utilisation de la pièce, c'est là où on va faire des économies. Donc c'est des choses qui sont assez simples finalement et de bon sens. Parfait, donc j'avais promis de vous libérer à 12h15. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous remercie tous et toutes dans la salle pour les échanges et pour les interventions. Merci. Et donc Merci vous pouvez retrouver donc Merci Alexandre sur son stand de la 12h30, donc au bâtiment B1, non c'est ça? Au hall B1. C'est ça, hall B1, donc sur un pitch qui arrive d'ici 15 minutes. 15 minutes, très bien. Et ensuite bon appétit et bonne fin de gala. Au revoir.